Bonjour à tous et à toutes, bienvenue pour cette conférence de la formation professionnelle. C'est la deuxième qu'on fait. On avait fait une l'année dernière en collaboration les journaux de la République, L'Éclair et Sud-Ouest. Je suis Nicolas Rebière, rédacteur en chef de la République des Pyrénées et de L'Éclair. J'ai à côté de moi Pierre Sabatier, qui est le chef d'agence du Pays Basque pour Sud-Ouest. Et surtout, nous avons autour de nous trois participantes, trois professionnels de la formation. Marianne Gardel, qui est directrice générale de B2LDG Formation. Bonjour. Bonjour. Claudine Urrieta-Latourès, dirigeante de Formélis. Bonjour. Bonjour. Et Sylvie Mézingue, présidente de l'école de la deuxième chance. Vous êtes aussi conseillère générale départementale, on dit maintenant, hein, Oui. de Bayonne 1. Vous êtes adjointe au maire de Bayonne aussi et vous avez des activités professionnelles, je crois, également dans la formation. Donc ça sera intéressant. Cette conférence, cette première table ronde sera d'abord consacrée à la reconversion professionnelle. C'est une question qui nous occupe parce que, en effet, depuis la pandémie, mais aussi peut-être pour d'autres causes, et ça vous nous le direz, on a découvert que de plus en plus de Français souhaitaient se reconvertir, changer de métier, très souvent. Dans notre département, le phénomène se confirme par les chiffres. En effet, 2200 personnes ont bénéficié du conseil en évolution professionnelle pour changer de métier ou de carrière en 2021, soit le double de l'année précédente. Est-ce que c'est une tendance ? Est-ce que ce sont les opportunités qui poussent nos concitoyens à vouloir se réorienter ? Comment bien négocier son changement de carrière et comment aussi embrasser une carrière qui nous convienne ? Pour en parler, vous allez nous répondre les unes et les autres. Pierre, peut-être la première question. Oui, je voulais, avec vous, Madame Gardel, du côté de B2LG Formation, je voulais voir comment vous intervenez dans la reconversion professionnelle et qu'est-ce que vous pouvez proposer à travers votre organisme ? Alors, B2LG Formation, qui est basé à Pau, est un centre de formation professionnelle continue pour adultes. Donc, nous faisons principalement des formations de courte durée, qui ne sont pas diplômantes, qui ne sont pas qualifiantes, certaines sont certifiantes, mais pas toutes. Donc, nous intervenons dans la reconversion professionnelle lorsqu'il y a un projet qui a été validé en amont. Ça peut être un projet personnel, la personne a décidé de faire quelque chose. Ça peut être un projet qui a été vu et validé avec Pôle emploi. Et ça, c'est très important. Nous prenons le relais une fois que le projet est validé pour apporter des compétences transverses. Alors, c'est quoi une compétence transverse ? Oui. C'est une compétence qui va aider la personne, peut-être ancien salarié ou ancien chef d'entreprise, à changer de métier et à monter en compétence sur certaines thématiques que l'on trouve en réalité dans tous les métiers. Par exemple, la bureautique. Aujourd'hui, le niveau en bureautique est assez faible en France et on se rend compte que, il faut un ordinateur, il faut savoir se servir d'un ordinateur pour son nouveau métier. Donc, nous intervenons véritablement pour booster les compétences des futurs créateurs d'entreprises ou autres qui vont se reconvertir. Juste simplement, vous nous parliez qu'il fallait une validation de Pôle emploi. Est-ce que ça veut dire que c'est payé par Pôle emploi ? Est-ce que c'est payé par... qui finance en fait ces formations ? Alors, ça dépend en fait. Il y a beaucoup de systèmes de financement. C'est assez long d'en parler, donc je ne sais pas s'il y a un moment dans cette émission consacrée à ça. Il y a beaucoup de leviers pour financer. Généralement, il y a des fonds. Parfois, les reconvertis doivent aussi y mettre de leur poche. Ouais, on en reparlera de toute façon. Et sachez que nous aurons un supplément de 4 pages qui viendront résumer finalement nos tables rondes, mais également donner des conseils pour les gens qui voudraient à la fois se reconvertir ou se former à des métiers qui recrutent. Madame, Madame Urrieta, Comment vous intervenez dans ce phénomène de reconversion ? Je crois que votre spécialité à vous, et vous allez nous le dire, c'est le bilan de compétences. Oui, alors notre centre de formation Formétis, basé à Jurançon, à Oloron, à Saint-Paul-et-Dax et bientôt à Pau. Nous intervenons sur des prestations plutôt dont le fil conducteur est la qualité de vie au travail et le bien-être au travail. Donc en fait, on propose des formations dans les entreprises sur la sensibilisation des risques psychosociaux, les conférences, des analyses de pratique aussi, des analyses des risques psychosociaux et le bilan de compétences. Voilà, c'est un dispositif qui est
qui fait partie d'une loi de 1991, dont je reparlerai tout à l'heure. Notre spécialité, c'est vraiment la santé au travail et la qualité de vie au travail. On a une équipe de psychologues de 8 personnes qui sont spécialisées dans le domaine et des conseillers emploi qui accompagnent le bilan de compétences, tous spécialisés et formés à la souffrance et travail et au haut potentiel, parce qu'il y a une corrélation importante entre la souffrance et travail et le haut potentiel dans les bilans de compétences. Ce que vous appelez haut potentiel, c'est ceux qui sont définis comme tels à l'école, notamment, c'est ça? Exactement. C'est les talents. Qu'on appelait les surdoués. C'est ça. Ouais. C'est ça. Voilà. D'accord. Du côté de l'école de la deuxième chance, Sylvie Mézin, vous êtes... alors la reconversion, ça fait partie de votre ADN, puisque ce sont souvent des jeunes que vous avez qui sont pas les plus familiers de l'école, on va dire, ou en tout cas qui s'en détachent, mais qui veulent évidemment réussir. Et comment vous pouvez les aider? Voilà, alors nous, c'est vrai qu'on est à la fois sur la reconversion, mais surtout sur la conversion, en fait. Puisque nous, l'école de la deuxième chance, donc c'est une école départementale qui a 2 sites et une antenne. Donc on a un site à Pau, à Bayonne et une antenne à Mourinx. Donc c'est un déploiement qui s'est fait grâce à notre président Jean-Jacques Lasserre qui a instauré ce process, et on a commencé par Mourinx et on a installé les 2 antennes de Pau et de Bayonne, malheureusement juste avant le Covid, puisque Bayonne a ouvert en novembre 2019 et Pau en janvier 2020. Bon, donc c'est vrai qu'on est... 2 années un peu compliquées. 2 années un petit peu compliquées. Mais l'intérêt de l'école de la deuxième chance, c'est qu'elle s'adresse à des jeunes qui sont... qui n'ont pas trouvé leur place dans le système scolaire français, qui en fait ont été déscolarisés, qui n'ont pas de qualification et qui sont quand même un peu en rébellion avec tout ce qui peut être de la formation de l'autorité, etc. Donc nous avions les jeunes de 18 à 25 ans. Et là, il y a deux nouvelles démarches dues à l'État qui fait que nous accueillons maintenant des 16-18 avec l'obligation de formation des jeunes. Donc effectivement, entre 16 ans et 25 ans, il y a une énorme différence et nos équipes doivent effectivement s'adapter entre quelqu'un qui est ado et un jeune adulte quand même, avec des différences de perception et de valeur. Et puis, tout récemment, j'en parlerai également tout à l'heure avec le contrat, ce qui était le contrat d'engagement jeune, eh bien nous avons les 25-29 ans. Donc en fait, on va couvrir quand même un panel qui est conséquent par rapport à cette formation. Voilà. Qu'est-ce qu'on apprend à l'école de la deuxième chance? Alors, à l'école de la deuxième chance, on part sur les bases. Donc, nous avons des équipes compétentes avec des gens qui prennent des jeunes, qui ont donc des référents. On est à la fois sur les bases du savoir-faire, c'est-à-dire les bases des mathématiques, ce qu'ils ont toujours un peu refusé quelque part, mais comme ils arrivent, nos formateurs arrivent à les faire passer sur des applications pratico-pratiques, ils vont bien comprendre qu'un peintre a besoin de savoir calculer du volume, de la surface, du périmètre. Et donc, à partir de là, on fait passer des données qui peuvent paraître intellectuelles et sans intérêt sur des choses très, très pratiques. Et puis, la deuxième chose qu'on apprend, et bien sûr en parallèle, c'est le savoir-être. Le savoir-être, je crois qu'on pourrait même aller en entreprise, parce qu'il y a plein de gens qui travaillent et qui ne l'ont pas, ce savoir-être, d'où le mal-être. On a une question là-dessus. Voilà. Donc, le savoir-être, c'est se lever tous les matins, c'est se préparer tous les matins, c'est savoir dire bonjour, c'est respecter ses engagements, c'est pouvoir aller se présenter et leur donner quand même confiance en eux, alors que ce sont des jeunes qui, petit à petit, se sentent dans un mal-être et inadaptés à une société. Donc, aller se présenter, donner un CV, faire un CV, c'est une chose, on est dans le savoir-faire. Mais donner un CV, être présent à un entretien, arriver à discuter à la personne, se vendre, ça, on est davantage dans le savoir-être. Merci Marianne Gardel, je me tourne vers vous pour la reconversion professionnelle. On en parlait, Nicolas le disait, il semble que les confinements aient changé un peu ou aient donné l'occasion aux salariés de réfléchir et de se dire pourquoi pas changer de métier, retrouver du sens, etc. C'est des choses que l'on entend.
Comment ça se traduit chez vous, dans votre organisme? Quelles sont les attentes des gens que vous recevez? Alors, je vais juste prendre 2 petites minutes quand même pour vous poser un constat et refaire un petit peu le fil de ce qui s'est passé ces 2 dernières années. C'est vrai que depuis la pandémie, finalement, de nombreux actifs ont pris le temps de se poser sur leur vie, de se demander si ce qu'ils faisaient au quotidien, eh bien, ils étaient faits pour ça, si ça les motivait. On parlait de motivation. Voilà. Est-ce que la motivation de se lever tous les matins pour aller travailler est toujours là? Est-ce que je gagne assez d'argent? Est-ce que je passe pas trop de temps dans ma voiture? Toutes ces questions-là ont pu venir dans la tête de certains. Je pense que ça a été un petit peu accentué aussi par le fait qu'on a très rapidement parlé du jour d'après. Rappelez-vous que suite au premier confinement, on pensait que ça serait fini et on était prêt à basculer. C'était le jour d'après, un renouveau allait naître. Malheureusement, des confinements, on en a eu d'autres. La pandémie ne s'est pas arrêtée. Et aujourd'hui, on est en train de se dire, mais en fait, cette pandémie, est-ce qu'elle va s'arrêter à un moment ou à un autre? Et les gens sont dans une forme de mal-être face à leur travail, face à leur situation professionnelle. Je pense que ce mal-être, plus le télétravail, ça a véritablement, effectivement, boosté le désir de se reconvertir. Et on ne va pas attendre le jour d'après. On va se reconvertir dès maintenant, parce que le jour d'après, on ne sait pas quand il va arriver. Donc, on va vouloir basculer et se reconvertir. Maintenant, à B2LG Formation, chaque semaine, on reçoit beaucoup de coups de fil, beaucoup de gens qui ont un projet professionnel arrêté, décidé, validé, ou non, des gens qui sont juste en recherche d'informations. Les métiers qui sont aujourd'hui le plus finalement demandés, mis en avant, sont les métiers du bien-être. Beaucoup de personnes veulent se reconvertir sur les métiers du bien-être. Il y a également les métiers... C'est quoi, par exemple? Alors, ça peut être réflexologue plantaire, être hypnothérapeute. La semaine dernière, j'ai eu un monsieur qui était manager de grande distribution et qui se lance dans la voyance en téléconsultation. Vous voyez le grand écart qu'il peut y avoir. Alors, vous ne délivrez pas des diplômes de voyance, ou alors non, il faut attendre quelques années pour être sûr. Tout à fait. Mais en fait, notre rôle... en tant que centre de formation, ça n'est pas de juger du choix de cette personne, mais de l'informer, de la conseiller et quand on peut de l'accompagner pour que ce projet réussisse. Donc le bien-être, c'est pas évident. Souvent on court après son propre bien-être. Il y a également tous les métiers à temps partagé. Ça veut dire à se mettre à son compte aussi. Ça veut dire se mettre à son compte, tout à fait. C'est une autre démarche. Oui, tout à fait. Les métiers à temps partagé, par exemple les secrétaires à temps partagé, c'est très tendance. Les community managers, il n'y a pas de diplôme pour ça. Et on se met à son compte. Et la formation professionnelle. De nombreuses personnes se disent mais moi, je sais plein de choses, en fait. J'ai fait 30 ans dans cette boîte, je suis capable de gérer une équipe. Je vais devenir formateur en management. D'accord, pourquoi pas? Le projet est là, mais il faut se donner les moyens derrière de mettre ce projet en marche et surtout de réussir dans ce projet. Donc nous, on va intervenir à ce moment-là, en fait, pour poser un bilan, pour définir en fait le manque de compétences transverses qu'il peut y avoir, et puis des fois freiner un petit peu dans notre discours en disant « Êtes-vous sûr de vouloir faire ça ?» Voilà. D'accord. Claudine Urieta Latourès, est-ce que vous constatez, vous, ce besoin, cette envie de reconversion? Vous arrivez très tôt dans le processus, puisque vous, votre spécialité, c'est le bilan de compétences. Peut-être qu'il faudrait d'abord expliquer ce que c'est que le bilan de compétences. Oui, alors le bilan... Alors, pour répondre à la première question, c'est on constate une évolution très significative depuis les derniers mois. Alors, ça s'explique de plusieurs façons. La première, c'est l'incertitude du contexte économique, bien sûr. La crise sanitaire a mis en évidence que certains secteurs d'activité pouvaient être très impactés brutalement par la perte d'emploi et du coup, notamment la restauration, l'hébergement, l'industrie, ici, chez nous. La deuxième chose, c'est le contexte économique et géopolitique. Pour nous, il est violent. Autrement dit, depuis près de 20 ans, on vit la mondialisation avec
elle a produit une concurrence exacerbée, ça a généré des entreprises qui sont en flux tendu, des organisations de travail qui doivent mutualiser, rationaliser, en générant des conséquences sur la santé des individus, des salariés, à qui on demande de faire beaucoup plus avec beaucoup moins de moyens. Et du coup, on constate des violences au travail sur le harcèlement moral, le burn-out, des demandes de rupture conventionnelle, des inaptitudes aussi beaucoup. Le troisième point, c'est cette violence du système économique qui met à mal les valeurs du travail et qui amène les salariés à perdre du sens, le sens même du travail, et qui remettent en question l'exercice même du métier. Et puis après, c'est aussi faire un point sur la carrière. Nous, notre population, c'est plutôt des gens qui ont passé 35 ans et qui ont saisi des opportunités à la sortie de leurs études et qui, 20 ans après, se disent « Bon, est-ce que je vais faire ça toute ma vie ou est-ce qu'il y a une possibilité de faire autre chose ?» Et donc, est-ce que l'herbe est plus verte ailleurs ? Ouais. Rassurez-nous, dans le public que vous recevez, il n'y a pas que des gens qui se sentent en échec ou en souffrance du travail. Il y a aussi des gens, comme vous dites, qui sont en oui, de des sens gens qui veulent vraiment se reconvertir parce qu'ils en ont totalement. Mais c'est pas lié qu'à un échec ou au harcèlement. Enfin, alors non, c'est un choix aussi, c'est un choix délibéré. Mais en fait, quand même, 55% des demandes de bilan de compétences, alors chez nous, chez Formetis à Jurançon, notre spécialité, c'est la santé au travail, c'est de la santé à souffrance au travail quand même. Et une des portes de sortie, c'est le bilan de compétences, c'est ça ? En fait, comment on sort de l'entreprise quand on souffre au travail ? Et le bilan de compétences, donc, il doit servir à retrouver du pouvoir d'action sur la situation pour pas somatiser, tomber malade. Donc, il faut savoir que le bilan de compétences, dans tous les cas, c'est retrouver du pouvoir d'action sur la situation. Alors, c'est quoi le bilan de compétences ? C'est un dispositif de reconversion professionnelle. C'est une loi de 1991 qui dit que chaque salarié, qu'il soit salarié du privé ou du public, peut, et les demandeurs d'emploi aussi aujourd'hui, peuvent analyser leurs compétences, leurs aptitudes et motivations en vue de se projeter sur un nouveau projet professionnel, voilà, ou une formation. Et donc, il doit être accompagné, c'est la question, par des professionnels ayant une expérience significative dans le domaine, c'est-à-dire au moins dans le travail. Dans le domaine de la psychologie du travail, parce qu'on vient de toucher des choses qui, quand même, à un moment donné, peuvent déstabiliser. Déstabiliser, c'est une chose, mais à un moment donné, il faut aussi restabiliser les choses. Et ça, c'est pas donné à tout le monde. Ou de l'insertion professionnelle, quand même, parce qu'il faut savoir un peu le marché du travail, la connaissance et comment et l'employabilité. Comment vous faites ? Vous passez du temps avec le salarié ? C'est des questionnaires, c'est ça ? Alors, pas du tout. Non, pas du tout. Pas du tout. La preuve que j'en ai pas fait. Un bilan de compétences, c'est... pas un QCM. Non. La personne, alors ça, c'est surtout à bannir. La personne arrive avec une problématique. Voilà, j'ai ce problème-là. Alors, ce dont on vient de parler, ce que je viens d'évoquer. J'ai ce problème-là, comment je peux trouver ce levier d'action et donc comment je peux faire. Et donc là, c'est plutôt de l'entretien individuel, 24 heures maximum, mais ça peut être un bilan 9 heures aussi, c'est selon le besoin de la personne. Voilà, et on va aider la personne à y voir plus clair sur sa situation et à trouver des leviers pour se sortir de cette impasse. Il ne faut pas que ce soit une impasse. Ça, c'est très important, parce que quand il y a impasse, il y a somatisation. Quand il y a somatisation, il y a maladie. Et à la fin, il y a quoi alors ? Finalement, qu'est-ce que vous remettez ? Ce bilan donne des idées ou des conseils vers une reconversion professionnelle ? Alors, les gens qui viennent, les bénéficiaires, on les appelle, qui viennent dans nos bilans de compétences, trouvent eux-mêmes leurs solutions. Et c'est l'accompagnement qui permet de leur donner, alors de leur poser les bonnes questions. Parce que, voilà, et du coup, de trouver des aptitudes, des aptitudes, de prendre conscience de ces aptitudes, de ces compétences, de les transférer sur d'autres métiers et de définir un projet professionnel qui soit réaliste, réalisable. Et à la fin, il y a un plan d'action
qui est déterminé avec au moins 3 stratégies, des stratégies de réalisation. Il ne s'agit pas de faire un bilan de complaisance, mais de faire un bilan de compétences. Et donc, à la fin, on détermine un plan d'action avec 3 stratégies à court, à moyen, à long terme, où l'opportunité permettra de saisir l'une d'elles. Très bien. Merci. Sylvie Mézin, du côté de l'école de la deuxième chance, on parlait avec Madame Urieta de difficultés. Vous rencontrez évidemment des gens en difficulté. Qu'est-ce que vous pouvez leur proposer pour rebondir, ou des fois bondir, puisque comme vous le disiez, des fois c'est leur première expérience professionnelle. Oui, alors comme je vous disais, ils sont accompagnés par nos équipes pour entre 12 et 18 mois quand même, donc ils ont un référent. Et je crois que la force de l'école de la deuxième chance, c'est qu'en fait, il y a cet accompagnement qui est individualisé. Il y a également, bien sûr, un esprit collectif où ils font des projets, où ils s'entraident. Et il y a un développement des apprentissages et une valorisation des acquis pour leur redonner confiance. Et puis, il y a l'expérience en entreprise avec un rythme très élevé, puisqu'ils ont un stage par mois. Bon, nous, notre histoire, c'est chez ces jeunes, comment peut-on, de manière générale, aimer un métier, aller vers un métier quand on ne le connaît pas ? Bon, déjà, c'est pas possible. La question doit se poser pour tous les formateurs, finalement. Oui, pour tous les formateurs, tous les parents. On connaît le métier de ses parents, des copains de ses parents, etc., de l'environnement. Mais bon, il y a beaucoup de métiers qui nous échappent. Donc, très souvent, les jeunes partent par défaut, même sur des parcours d'école supérieure, par défaut. Et donc, là, ce qui est important, c'est écouter le jeune, aller vers construire avec lui son projet professionnel. Donc, il va faire des stages dans plein d'entreprises différentes. Et là, la chance que l'on a eue avec l'école de la deuxième chance des Pyrénées-Atlantiques, c'est qu'on a fait rentrer des entreprises au conseil d'administration. Donc, on a fait rentrer Enedis, La Poste, Eiffage Construction, Agour, bon, ça c'est sur le Pays Basque, etc. Et puis, on va faire rentrer des artisans. Voilà, on parlait du jambon de Bayonne, mais il y a des artisans qui vont venir parler de leur métier. Et à ce moment-là, on fait les jeudis de l'entreprise. Nos chefs d'entreprise viennent leur parler, simplement, avec des mots, et souvent avec des mots passion. Et quelque part, dans ce qu'ils disent, ça les accroche. Oui, puis ça permet de franchir la frontière où on se dit, oh là là, on va avoir un patron, ça va être compliqué, c'est on ne sait pas quoi lui dire. Et là, c'est le patron qui vient, qui est en jean, qui leur parle avec ses mots et qui leur explique que avec des métiers en tension, comme nous avons dans le bâtiment, on peut tout à fait, effectivement, on rentre peut-être maçon, dans le bâtiment, ce qui n'est pas très bien considéré parce qu'il y a l'image du métier aussi qui est importante chez les jeunes. Comment ça, tu vas faire maçon? Bon, ça a un côté un peu dénigrant, à tort. Et là, il y a un patron qui vous explique, ouais, mais dans 8 ans, tu peux gagner 4 000 euros. Donc, effectivement, tu peux monter. Et là-dessus, comme ils disent, ah oui, effectivement, ça peut le faire. Voilà. Et je crois que c'est créer une motivation et une connaissance des différents métiers. Marianne Gardel, le mot métier-passion, est-ce que c'est quelque chose que vous évoquez avec les gens que vous suivez, où ils ont déjà la passion, ou sont persuadés d'avoir la passion, et donc peut-être parfois les freiner? Alors, la passion, certains arrivent, c'est leur seul projet en fait. C'est-à-dire, moi je veux faire ça parce que ça a l'air génial. Ils se sont pris de passion, passionnés pour quelque chose, et ils sont persuadés que parce que c'est leur passion, ils vont être formidables dans ce métier et ils vont réussir. Ça arrive, on essaye de freiner un petit peu et de rationaliser la passion. C'est pas très chouette de dire ça, mais la réalité de la vie professionnelle, c'est que très rapidement, la passion s'en va et on est dans le dur du métier. On voit les gens arriver avec des étoiles dans les yeux et parfois, notre rôle, c'est aussi un petit peu de freiner ça et de dire, vous savez, le métier n'est pas que comme ça. La semaine dernière, j'ai accueilli une stagiaire Pôle emploi qui veut devenir formatrice. Et elle a passé 3 jours avec moi. Je lui ai fait voir un maximum de choses. Et je lui ai conseillé à la fin de peut-être travailler en petite enfance et de faire du soutien scolaire. Voilà. Et c'est aussi notre rôle de savoir repérer, puisque ce sont nos métiers,
pour la formation, pour ma part, mais de savoir repérer, de savoir freiner, de dire « Ok, mais peut-être que c'est pas fait pour vous ». Alors Sylvie Mézenc parlait aussi savoir-être. Est-ce que ça fait partie de votre métier ou pas forcément pour le coup on va être plus dans le savoir-faire, puisque nous, on va monter les gens en compétences, on va leur apprendre de nouvelles choses. Le savoir-être, il va intervenir sur les personnes qui vont vouloir se mettre à leur compte, qui vont vouloir être auto-entrepreneurs et donc chefs d'entreprise. Parce que lorsqu'on est salarié et qu'on décide de se mettre à son compte, souvent, on n'a pas du tout en fait, la notion du pas et du gouffre qu'il y a entre le confort du salariat, quelle que soit l'entreprise dans laquelle on est, le fait d'avoir une paye chaque mois, le fait d'avoir des congés payés, le fait de pouvoir poser des arrêts maladie, des congés maternité, paternité. Aujourd'hui, il faut quand même s'en rendre compte, on a un système en France qui protège les salariés et se mettre à son compte, c'est accepter d'abandonner tout ça, c'est travailler sans compter ses heures et des fois ne pas gagner le SMIC. Donc c'est aussi une réalité. Ça, vous leur expliquez. On leur explique. Et en fait, on va essayer de les amener à être un chef d'entreprise. Ça va être le savoir-être que l'on peut inculquer au fil des formations. Tous nos formateurs sont chefs d'entreprise. Donc voilà, ils expliquent clairement les choses. Ça n'est pas si simple et on n'en vit pas forcément de suite. Donc c'est le savoir-être que nous, on va amener. Et du côté de Formétis, Madame Urietta Latourès, justement sur l'image que peuvent avoir les personnes qui viennent vous voir pour faire un bilan de compétences, déjà peut-être vous allez nous rappeler comment on le déclenche, et aussi vers quel métier ils veulent aller. Est-ce que c'est aussi des métiers où l'on est orienté bien-être, mais on se met à son compte pour faire autre chose, et est-ce que l'image, par exemple, comme disait Madame Mézenc, du BTP, qui n'est pas toujours bonne, à tort, puisque tout a changé évidemment, est-ce que ça vous le ressentez et comment vous conseillez les gens par rapport à ça? Alors, le bilan de compétences, il doit permettre aux personnes de faire un point sur leurs compétences, leurs motivations, et se poser, je l'ai dit tout à l'heure, de bonnes questions. Il doit aussi valoriser les compétences pour les transférer vers un autre métier. Donc notre population, nous, elle a plus de 35 ans, d'accord, environ 30-35 ans, jusqu'à l'approche de la retraite des fois, puisque les circonstances l'amènent à ça. Et donc à un moment, c'est être dans la réalité, dans la vraie vie, quoi. C'est ok, je veux être sophrologue ou hypnothérapeute, mais qu'est-ce que ça me demande de faire? Et c'est quoi la réalité du métier? C'est quoi la vraie vie dans ce métier? Et est-ce qu'on a envie? C'est-à-dire, est-ce que l'employabilité, est-ce qu'il y a du travail là-dedans? Et donc, ce que l'on fait, c'est stratégique au regard de la situation de la personne. C'est en fonction de chacun. Est-ce qu'il a déjà des diplômes? Est-ce qu'il peut rebondir? Pourquoi il vient? Est-ce qu'il suffit de transférer vers autre chose? Ou est-ce que c'est, voilà, j'ai toujours rêvé de faire ça, est-ce que je peux faire ça? Eh bien, on y va. Et par exemple, sur les métiers manuels, comment la personne peut se décréter, entre guillemets, manuel ou pas? Ça ne s'invente pas. Moi, par exemple, je ne pourrais pas faire ça. Ce sont des gens qui, le week-end, font chez eux un extra professionnel. D'accord. On étudie aussi, on regarde ça. Qu'est-ce qu'ils font le week-end? Ils font du carrelage, du lambris, ils font de la mécanique ou autre chose. Et du coup, ils ont cette appétence. Ouais. Ils ont cette appétence. Et alors, ça dépend. Si ce sont des personnes qui viennent parce qu'ils ont fait un burn-out, chaque fois, ils disent je ne veux plus faire ça. Donnez-moi des cartons avec un produit à mettre dedans, ça va m'aller. Ensuite, s'ils sont venus parce qu'ils avaient souffert au travail, ils veulent surtout plus de chefs et donc ils vont devenir chefs d'entreprise. Donc du coup, ils vont s'installer à leur compte. Et donc ils vont changer, ils vont vouloir changer de métier. En fait, mais ça ne veut pas dire qu'ils vont forcément y aller. C'est la réflexion pour mesurer si je suis capable. Qu'est-ce que c'est? La représentation. Marianne disait, il y a des représentations des métiers. Est-ce que c'est la représentation que j'ai? Est-ce qu'elle est juste? Est-ce que j'ai les compétences et la personnalité pour faire ça? Et est-ce qu'il y a du travail là-dedans? Donc, on vérifie tout ça. Et c'est eux qui le vérifient par les moyens que l'on donne à l'organisation.
pour être un peu précis, comment on déclenche un bilan de compétences? Qui paye? Alors, un bilan de compétences, ça se déclenche très facilement. Et aujourd'hui, avec la réforme de la formation professionnelle de 2018, du 5 septembre 2018, donc et là, il suffit d'appeler le cabinet Formetis, Ou tout autre cabinet. par exemple, là, il va avoir Christophe au téléphone qui va donner un premier rendez-vous pour analyser la demande. Parce qu'il faut vérifier si la demande est cohérente avec le besoin. C'est pas toujours vrai. C'est pas toujours vrai. Il y a des gens qui ont besoin de fuir et qui ont besoin d'autre chose qu'un bilan de compétences. Donc, on vérifie ça. Et ensuite, on va co-construire un parcours de bilan de compétences. Il y a plusieurs bilans avec des 9h, 16h, 20h, 24 heures et qui va répondre à cette problématique. Voilà. Et l'autre question, c'est qui paye. Donc, est-ce que c'est financé par qui? Le moyen 90%, le moyen, c'est le CPF. Donc, c'est facile aujourd'hui. Le compte personnel de formation? Le compte personnel de formation, pardon. Il suffit d'aller de l'activer. Normalement, il est activé depuis l'année dernière puisqu'on a fait beaucoup de communication sur le DIF qui est devenu CPF, ce CPF qui est devenu aujourd'hui non plus en heures mais en euros. On peut aller faire ça sur son téléphone aujourd'hui, compte CPF, on va chercher ma formation, bilan de compétences, Formetis à Jurançon. Et on demande à faire le bilan. De son mot de passe après. Oui, c'est ça. Et là, le centre de formation va recevoir une demande et à partir de cette demande, il va se mettre en contact pour valider tout ça. Alors voilà. C'est vrai, Marine Gardel, on parle, il y a les slogans ont changé ou les acronymes, donc on parlait de DIF, on parle de CPF, on parle de Conseil en évolution professionnelle, etc. Déjà, vous allez vous expliquer un peu les différences. Et aussi, de plus en plus, on reçoit à la maison des coups de fil de gens qui se disent organismes de formation et qui veulent connaître nos points. Alors, je ne sais plus si c'est des points ou des euros. Ils appellent de très loin, ils sont très insistants. Vous avez entendu pour parler. La formation. Est-ce qu'on peut leur faire confiance ou pas ? Alors, c'est une très bonne question. Le compte personnel de formation, en fait, c'est comme un compte en banque. Il faut réaliser ça. Effectivement, on est passé d'heures anciennement à une conversion en euros. Et ce sont des milliers d'euros qui peuvent être cumulés sur ce compte personnel de formation. Beaucoup de salariés, de plus en plus de salariés le savent. Il y en a encore qui ne le savent pas. Mais effectivement, tout le monde est assis. Tout le monde qui a été salarié est assis sur un petit pactole. Et certains l'ont bien compris d'ailleurs, qu'il y avait des petits pactoles. Vous allez regarder. Le CPF, le compte personnel de formation, il va financer donc des bilans de compétences. Il va également financer des VAE, des validations d'acquis d'expérience. Les gens qui avaient un bac+2, ont travaillé 30 ans dans une entreprise et veulent valider par exemple un Master 2. Ça, c'est différent du bilan de compétences. C'est encore autre chose, effectivement. Ah oui. Et ça va surtout financer toutes les formations diplômante, vous reprenez vos études pour passer un diplôme, qualifiante, vous allez vouloir avoir un titre pro, une habilitation, ou certifiante, ce que nous faisons nous, c'est-à-dire vous allez avoir une petite certification d'un niveau, par exemple, d'anglais avec le TOEIC, ou d'un niveau en informatique avec le TOSA. Ça se finance grâce au compte personnel de formation. Et donc, ça s'utilise aussi avec parcimonie. On n'en fait pas n'importe quoi. Parce qu'une fois qu'on est en reconversion et qu'on est inscrit pour beaucoup à Pôle emploi, c'est le levier numéro 1. Pôle emploi vous dira, vous voulez vous former, vous videz d'abord votre compte personnel de formation. Et s'il n'y a pas assez, peut-être alors on pourra abonder. Or, il y a des gens aujourd'hui, effectivement, qui ont reçu des coups de fil et qui n'ont plus rien sur leur compte de formation. Et donc, c'est dramatique. Il ne faut pas leur faire confiance. Non, il ne faut pas leur faire confiance. C'est une poule aux œufs d'or. La formation professionnelle est devenue une poule aux œufs d'or. Quand il y a de l'argent, il y a de l'arnaque. Ça, c'est un principe, je pense, de base qui s'applique absolument à tout. Ce sont des coups de fil, des SMS, voire des emails. On reçoit des emails de la CAF, de trucs un peu bizarres qui ressemblent à des administrations. Tout ça, c'est crapuleux, tout simplement. Carrément crapuleux. C'est crapuleux. Les gens, qu'est-ce qu'ils font ? Ils vous proposent des formations quand même. Alors, on vous appelle. Ouais, moi, je joue beaucoup avec eux quand j'ai le temps. On vous appelle et effectivement, on vous demande d'abord, d'entrée de jeu, non pas si vous avez un besoin en formation, mais combien vous avez sur votre compte. Donc ça, c'est la première alerte. Est-ce que vous avez activé vos droits ? Et vous avez combien ?
Alors on s'amuse. Moi, je me suis amusée à dire, oh, je crois que j'ai 4 500 €. Ah, c'est bien, oh, vous pouvez faire une belle formation. Alors on vous propose, qu'est-ce qui pourrait vous intéresser? Des langues, de la bureautique? Oui, des langues, pourquoi pas? De l'anglais. C'est mon diplôme, hein, d'accord? Je vais faire de l'anglais. Très bien, très bien. Mais écoutez, on va activer ça ensemble. Et en fait, vous êtes guidés. On vous explique comment faire. On vous envoie un lien. Que vous cliquez dessus, vous êtes directement sur la formation à 4 500 €, la formation de vos rêves en anglais. Vous cliquez dessus, ça déclenche effectivement un dossier d'inscription. Ils le valident de leur côté immédiatement et ils vous disent, attendez, recliquez, confirmez. Vous confirmez, vos 4 500 € sont partis. Oui, mais est-ce que la personne reçoit la formation? Et vous recevez éventuellement un lien pour vous connecter à une plateforme de formation à distance. D'accord. Ou pas. D'accord, il n'y a pas le week-end à Londres inclus. Ça a existé. Je ne sais pas c'est si vrai. ça existe encore. Ça a c'est vrai. existé. C'est pour ça que la formation professionnelle subit des réformes. C'est pour ça que le gouvernement essaye d'être de plus en plus vigilant avec ces organismes de formation. Mais on n'en est pas encore là. Donc, Donc- surtout ne pas répondre à ces coups de fil et aller voir les organismes de formation dont c'est le métier. Oui, ça semble logique. Ou poser des questions. Et ils ne sauront pas répondre aux questions. Des questions un peu techniques, ils ne sauront pas y répondre. Sylvie Mézin, on revient à l'école de la deuxième chance. Est-ce que vous avez une idée du nombre? Déjà, vous ne nous l'avez pas dit, combien vous avez d'élèves, de jeunes qui sont à l'école. Et deux, est-ce que vous avez une idée, alors je ne sais pas s'il faut parler comme ça fait un peu managérial, mais du taux de réussite finalement de vos publics pour retrouver un boulot, pour trouver un emploi, pour se convertir finalement à la vie au travail, à la vie professionnelle? Oui, tout à fait. Donc, nous, on fait attention à l'argent, c'est de l'argent public. Hein. Oui, oui, oui. Donc- Et vous donc, passez pas pas des des coups de fil, personnes vous. par téléphone pour... Pas Jean-Jacques Lasserre qui appelle. Non, nous, voilà. Bon, déjà, c'est un public, puisque vous en parlez, qui nous est envoyé par l'émission locale. Ça, c'est important. Alors, ils peuvent se renseigner, ce public peut se renseigner au sein de l'école de la deuxième chance en direct, mais ça passe par l'émission locale, c'est un dossier, etc., puisqu'il y a quand même un suivi qui est important. Donc, par exemple, sur l'école de la deuxième chance du 64, on se propose d'accueillir 140 jeunes entre Pau, Bayonne et Mourinx. Donc sur ces jeunes-là, donc on a eu donc en 2021, sachant que nos chiffres sont faibles dans la mesure où on a été quand même très impacté par la Covid et donc nos jeunes ne pouvaient pas aller en entreprise, nous avons eu 52 jeunes qui ont trouvé une issue positive à la suite de l'école de la deuxième chance. 50%, quoi. Voilà, 50%, mais nous augmentons ce chiffre à 69% quand on tient compte d'un accompagnement post-parcours. C'est-à-dire qu'ils ont fini leur parcours, mais ils continuent à être suivis. Et là, effectivement, on fait monter notre taux. Et on parlait tout à l'heure des images un peu globalement des métiers. Mais voilà, par exemple, nous avons eu sur l'école de la deuxième chance du 64, nous avons eu 2 jeunes filles qui ont voulu être carrossières. Voilà. Et c'est vrai que ce sont des choses qu'on ne dit pas forcément quand on a 14 ans. Parce que tout le monde me dit carrossière, mais bon, franchement, ça ne va pas te donner une image ni très féminine, ni très positive. Eh bien, elles exercent dans son métier. C'est un métier en tension et c'est un métier dans lequel il y a des débouchés. Parce que quelque part, ça aussi, pour nous, c'est important. On n'est pas là pour former des jeunes, pour vraiment leur donner la motivation. Il faut qu'ils rentrent, et c'est le but de l'école de la deuxième chance, soit sur un CDI, soit sur un CDD, soit en alternance ou en formation. Et il y a une grosse entreprise de Pau, notamment, je pense à Terega, qui justement a embauché tout dernièrement du CDI en connaissant justement les jeunes de l'école de la deuxième chance. Les métiers qui recrutent, ce sera le thème de la deuxième table ronde de cette conférence de la formation. Je crois que Pierre, vous avez la dernière question et la lourde responsabilité de conclure ce débat. Absolument. Mais oui, je vais vous poser la même question à toutes les trois. Que diriez-vous à des salariés qui rêvent de changer de métier, à des jeunes qui ne savent pas vers où aller? Alors,
Moi, je crois Oui, que, allez-y, hein. voilà, moi, Gardez d'abord, la main. ouais, je sais que c'est un phénomène culturel qui est assez nouveau en France, hein, mais c'est un phénomène très connu de l'autre côté de l'Atlantique, notamment aux USA. Est-ce qu'il y a des facteurs, comme vous le signifiez, avec la sécurité de l'emploi qu'on a en France? Mais enfin, quand même, maintenant, il faut bien se dire que le travail à vie n'existe plus, n'existera plus, et qu'il faut pouvoir envisager des formations et des reconversions. Donc on est dans un changement de valeur du travail, ça depuis de nombreuses années. Les nouvelles générations, X, Y, Z, comme on les appelle, n'ont pas du tout cette même conception, mais c'est vrai que aux US, hein, notamment, c'est quelque chose de très courant. On fait des études et après on s'en va vers des métiers manuels. Donc nous, l'école de la deuxième chance, j'en parlais tout à l'heure avec notre directeur, on est très content de toutes les émissions qui passent au niveau de la cuisine, au niveau de la boulangerie, voilà. C'est une Pourquoi? belle promotion. Ce sont des très belles promotions pour ces métiers manuels. Et c'est vrai que quelque part, eh bien, je crois que tout le monde a sa chance. Je crois aussi que tout le monde doit être dans l'expression de soi, d'en donner du sens à sa vie et à son travail, sachant qu'on a tout à fait le droit de pouvoir en changer. Donc il ne faut pas hésiter. École de la deuxième chance au début, des entreprises de formation ensuite, des transformations au niveau des Bac+2 en Bac+5. Je crois que quand on est dans le raisonnable, il faut pouvoir donner cette possibilité aux gens. Madame Urieta Latourès, du côté de Formétis, comment vous faites rêver les jeunes? Alors oui, je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Madame Mézeng. Le bilan de compétences, donc, hein, puisque c'est de ça que je parle aujourd'hui, c'est important pour toutes les personnes, tous les salariés. Ça s'inscrit dans l'esprit de la loi quand même qui dit qu'on peut choisir aujourd'hui son avenir professionnel, hein, c'est ça, et se former tout au long de la vie. Donc ça, c'est important. Nous, je dirais, oui, il faut une fois dans sa vie au moins, mais on peut le faire plusieurs fois d'ailleurs, hein, se poser, prendre le temps pour soi, se recentrer sur soi pour voir un petit peu comment on peut rebondir. J'ai expliqué comment je voyais le contexte économique. On change de métier tous les 5 ou 7 ans aujourd'hui, donc, ou d'entreprise. Donc, en fait, il faut savoir rebondir. Et nous, dans nos bilans, on amène les moyens d'acquérir une méthodologie pour ça et pour s'orienter tout au long de la vie. Et c'est un outil aussi d'aide à la décision. Voilà, donc il ne faut pas hésiter. Alors, c'est un bilan 24 heures. 24 heures dans une vie, c'est quoi? C'est vraiment pas beaucoup. Et se prendre le temps de la réflexion, s'autoriser le temps de cette pause et de cette réflexion. Marianne Gardel, la même question. Qu'est-ce que vous diriez à des salariés qui rêvent de changer de métier, qui n'osent pas franchir le pas, à des jeunes qui hésitent aussi sur la voie professionnelle? Alors, pour ceux qui font le choix de changer de métier et de se reconvertir, le conseil que je donnerais, c'est de ne pas faire ça sur un coup de tête. Ou sur un coup de fil. Sur un coup de fil. On ne se reconvertit pas sur un coup de tête et on ne change pas de métier en claquant des doigts. Je pense qu'il faut effectivement prendre le temps de la réflexion, être rationnel, sortir de la passion et être rationnel et surtout se faire accompagner. On a la chance en France aujourd'hui d'avoir une myriade d'institutions qui sont là pour accompagner dans le cadre de cette reconversion. Ça peut se faire au sein de l'entreprise sortante, en relation avec les ressources humaines, lorsqu'il y a un département ressources humaines. Ça va se faire grâce à un centre qui fait des bilans de compétences, ça va se faire grâce à la validation des acquis d'expérience, ou même grâce à des centres de formation comme le mien qui ont un devoir quand même d'information. On ne vend pas des petits pois. La formation, même s'il y a beaucoup d'argent à prendre, on a ce devoir de conseil et de formation. Donc, je crois qu'il faut que le futur, enfin le reconverti, accepte en réalité d'entendre plusieurs discours et de recouper les informations, mûrisse son projet, chemine. Et aussi, je pense, et ça c'est très important, l'assentiment de sa famille lorsqu'il y a une famille, parce que ça impacte la vie personnelle et ça, il faut en être très conscient. Et vraiment, voilà, faire un choix judicieux et ne pas être dans l'urgence.
Merci, eh bien ce sera le mot de la fin de cette conférence sur la formation. Merci à toutes les trois d'avoir participé. Merci Nicolas. Nous vous donnons rendez-vous pour une autre conférence autour du recrutement et de la pénurie de main-d'œuvre dans les métiers en tension. Et vous nous retrouverez dans les colonnes de La République, L'Éclair et Sud-Ouest, ainsi que sur nos sites internet.